Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 9e émission pour la vie en collectif et la suite. Donc, les émissions que nous avons réalisées avec Louis Fouché sur la vie en collectif, nous avions fait une série donc, de 7 émissions sur comment s'organiser, se structurer en donnant des pistes pour essayer de mettre les personnes en lien, de créer des structures, de nouvelles organisations et donc donner des éléments pour justement cette organisation un petit peu humaine. Donc nous avons organisé ça avec Louis et puis maintenant nous sommes partis donc à la tournée de différents collectifs. Nous avons déjà fait la première émission de La Suite, donc l'émission 8 avec le collectif Mascarade implanté donc à Mornan à proximité de la région lyonnaise. Et là aujourd'hui donc nous allons faire un petit point d'étape avec le collectif de Réinfo Lyon, implanté donc sur Lyon. On accueille donc déjà Louis. Bonjour Louis, comment tu vas ? Bonjour Pierrick, merci beaucoup de me recevoir, merci beaucoup pour ces émissions. On a lancé un grand appel avec TVADP et de nombreux collectifs à ce que les individus restent pas isolés, restent pas seuls dans les temps qui vont nous occuper et rejoignent des collectifs. Mais on sait très bien que ça va pas de soi, que c'est pas si simple que ça et que il y a des raisons pour lesquelles ça peut ne pas marcher. Mais il y a aussi plein de raisons pour lesquelles ça peut bien marcher et pour lesquelles le collectif peut être un lieu d'épanouissement de son talent individuel et puis de confiance mutuelle. Et que c'est ce tissage du réseau des collectifs qui, à mon avis, fera la société de demain. Donc, on commence par Libertad, les Monts du Lyonnais, ensuite Lyon, et puis petit à petit, on va tourner, parce que maintenant, on est au stade du benchmarking, entre guillemets, c'est-à-dire, on va aller voir et comparer les collectifs pour voir celui qui nous plaît le plus et celui qui a le plus de points. Et ou en tout cas, de se donner des idées, parce que peut-être qu'il y a plein de façons de faire, et que toute cette biodiversité, elle est assez belle, comme si on visitait un jardin dans lequel il y avait des arbres, avec des couleurs différentes, des fruits différents et des feuilles différentes. Donc aujourd'hui, on est dans l'arbre de lyonnais. Voilà, merci beaucoup. Donc on accueille en fait aujourd'hui 3 personnes notamment de Réinfo Lyon. Donc Isabelle, Héloïse et Xavier. Donc en tout cas, merci pour votre présence. Alors en petite introduction, juste avant de leur donner la parole, ce que je trouve assez intéressant, c'est une petite aparté, c'est une petite particularité entre Lyon, Réinfo Lyon et Libertad. C'est que nous avons justement en fait déjà été mis en lien depuis quelques temps. Donc Libertad s'est créé en fait en septembre 2020. Réinfo Lyon un petit peu ensuite, enfin s'est développé davantage par la suite. Donc Isabelle vous expliquera tout ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est pour ça que je leur ai proposé qu'on puisse faire justement cette émission, parce qu'ils ont quand même une structure assez intéressante qui s'est développée assez rapidement. Ils ont réussi à structurer assez rapidement. Et surtout, on va dire, ils se sont bien implantés à l'échelle lyonnaise avec un lien permanent avec un ensemble de collectifs qui étaient un petit peu plus en zone rurale, dont le collectif Libertad. Et il y a une véritable synergie qui s'est créée justement entre les différents collectifs, avec différents projets en commun que l'on va développer justement davantage dans cette émission, et notamment, je pense aux jeunes, aux travaux qui ont été faits avec notamment Édouard et Isabelle, avec les jeunes et la mise en lien justement de projets communs. Donc, bonjour Isabelle, je crois que c'est toi qui débutes par la présentation. Oui, bonjour Pierrick. Je suis ravie de vous retrouver, Pierrick et Louis. Et puis bien sûr, Héloïse et Xavier, mais on se voit très souvent avec Héloïse et Xavier. Donc moi, je suis Isabelle, j'ai 50 ans et j'ai initié le collectif Réinfo Lyon, donc, qui fait partie des antennes de Réinfo Covid, à l'été 2021. Donc ce que je vous propose, c'est de vous faire un petit historique de quelles actions on a pu mener, parce que vous allez voir que ça a évolué dans le temps en fonction des liens qu'on avait déjà les uns avec les autres, bien évidemment en fonction de l'actualité. Et puis Héloïse vous parlera aussi de comment on s'est structuré, parce que vous verrez que c'est quand même assez important quand on est un gros collectif, mais aussi je pense quand on est un petit, d'avoir certaines règles, certaines modalités de fonctionnement qui sont écrites et partagées. Et puis, Xavier partagera un point essentiel du fonctionnement de Réinfo Lyon. Ça a été au moment où on a vraiment senti qu'on était trop nombreux. Bien évidemment, on ne voulait pas fermer la porte aux nouveaux arrivants. C'est comment on arrive à faciliter la création d'un second collectif pour que chaque Lyonnais puisse pouvoir rentrer dans un groupe qui lui convient. Donc voilà, donc si ça vous va, moi pour ma part, je vais vous parler un petit peu des actions. Alors pour refaire très rapidement l'historique, donc le collectif, il démarre en août. J'ai mes petits entretiens avec Réinfo Covid pour quand même valider la référence de l'antenne. Et puis j'organise... Pardon, qu'est-ce que j'ai dit ? Août 2021 ? Oui, août 2021.
c'est ça. Et début septembre, première réunion chez moi où on était moins de 20, 15, 18, un truc comme ça. Et donc là, on est quand même 18 personnes, on ne se connaît pas, on vient d'environnements très différents, de professions très différentes, mais par contre, on voit vraiment qu'on est vraiment motivé par les mêmes questionnements. Et donc, on est début septembre, donc je vous rappelle la date du 15 avec la suspension des soignants. Et les premières réunions, on est vraiment en lien. C'est-à-dire, on se présente, on explique pourquoi on est là, éventuellement ce qu'on aimerait faire, mais ça reste vraiment juste de la présentation. On fait des apéros, des moments de partage derrière les réunions. Et en fait, très vite, sur une réunion, on dit bon, qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui fait qu'on a vraiment envie de faire des choses, quoi. Et là, il y a deux grandes actions qui sont vraiment partagées par l'ensemble du groupe. Ce sont essayer d'accompagner les soignants qui, à ce moment-là, sont en état de sidération avec ce qui leur arrive. Et puis, de faire quelque chose pour les enfants, mais les enfants au sens large, c'est-à-dire qu'enfants et jeunes. Et donc, autour de ces réunions qui ont lieu chaque semaine, parce que collectivement, on décide que la fréquence hebdomadaire est nécessaire compte tenu de la situation. Donc, en fait, il faut vraiment se rendre compte que du coup, ça va très vite, c'est exponentiel. Il y a un truc qui nous aspire, mais qui est très positif, parce qu'on est ensemble, on a envie d'avancer ensemble. Et ces deux actions dont je vous ai parlé, les soignants et les enfants, ça nous met en mouvement, avec bien sûr toujours nos moments de mise en lien. Et donc, sur cette première partie de vie du collectif, septembre-octobre, on émet des tracts, on va au pied des hôpitaux, on se lève à 6h du mat avec le café chaud, le thé, on va tracter, on essaye de sensibiliser, soit pour les soignants, soit pour les enfants, suivant les lieux. Il y a un petit groupe qui cherche à trouver des juristes, des avocats pour venir en aide aux soignants, essayer de négocier les prix, parce qu'évidemment, quand on est suspendu, on n'a pas de sous. Créer une cellule d'écoute. Il y a un formidable groupe qui se lance à ce moment-là dans Réinfo, qui s'appelle Renaissance professionnelle, qui crée des ateliers pour aider à gérer les émotions, où les soignants pouvaient s'inscrire. C'est toujours en participation consciente, hein, pas de tarifs imposés, pour comment gérer la peur, comment gérer la tristesse, comment gérer la colère, des parcours aussi d'aide à la rédaction de CV, de l'aide de motivation, pour vraiment, pour ceux qui étaient en situation d'urgence, comment on essaye de leur remettre du positif, leur redonner un peu confiance en eux. Et tout ça se fait grâce aux membres, parce que vous pensez bien que c'est pas juste nous trois ou les 15 fondateurs de l'antenne qui peuvent faire ça tout seuls. Et les membres, je pense, arrivent aussi à se mouvoir grâce à cette énergie qui nous a rassemblés, d'être ensemble et de se mettre en mouvement. Encore une fois, je pense vraiment que le mouvement a été essentiel. Et donc, de fil en aiguille, donc là, je vous ai parlé des soignants, les enfants. Très vite, sur les enfants, on se rend compte qu'il y a d'autres collectifs qui sont plus... on va dire, efficaces que nous, parce que, par exemple, Parents en colère, qui étaient très focus sur les enfants, qui ont déjà fait pas mal d'actions. Donc, on décide d'adresser la population des jeunes. Donc, dans jeunes, on va dire 15-25, 18-25. Et donc, là, il y a une cellule. Donc, c'est pas moi qui la prends avec Édouard Pierrick, c'est Héloïse à l'époque. Et on décide justement de faire conjointement un pôle jeune avec Libertad pour rassembler les jeunes des Monts du Lyonnais et les jeunes lyonnais. Et on rencontre Emma, jeune lyonnaise, qui a créé le fil Telegram des jeunes éveillés de Lyon, qui du coup intègre le collectif, et on essaye de juste venir en facilitateur du groupe jeune. Est-ce que vous avez besoin de tracts? Est-ce que vous avez besoin d'affiches? Est-ce que vous avez besoin d'un lieu? Et très vite, ce pôle jeune, avec Libertad, il se crée. Très vite, les jeunes se retrouvent sur le fil Telegram et en vrai. Et aujourd'hui, ils ont un fil TikTok, ils ont un fil Instagram qui s'appelle Soyons les héros de demain. On vous proposera les liens en bas de cette vidéo. Et maintenant, ce pôle jeune, il vit sa vie, mais ils savent qu'ils peuvent compter soit sur Libertad, soit sur nous,
en cas de besoin. Et puis pour les jeunes, ouais, voilà, ça c'est le joli logo qu'on a mutualisé. Et plus pour les enfants, on a aussi fait une sommation interpellative, un énorme boulot de Sébastien, un membre de Réinfo Lyon, qui a été fait conjointement auprès de plusieurs rectorats. Hein. Nous, on était 38 69 01. Donc, un gros travail de constitution de dossiers. Et si je continue le fil de ce qui nous a un petit peu animés jusqu'à la fin de l'année 2021, on a eu aussi tout un pôle autour des élus, où il y a eu un énorme travail fait, parce qu'il faut vraiment vous dire que les élus, c'est pas simple de les rencontrer et c'est pas simple de se faire entendre. Et là, alors bien évidemment, je citerai pas tout le monde, mais il y a eu Jessica qui a vraiment pris les choses en main, qui a pris des rendez-vous, Ghislaine qui a rencontré sénateurs, députés, Laurence, enfin vraiment énormément de personnes qui sont allées sensibiliser les députés, avec bien évidemment des documents à l'appui pour essayer de remettre du dialogue, remettre un peu du débat. On a acheté un outil de mailing pour faire des mailings on a fait tous les députés européens, tous les parlementaires. Bon, aujourd'hui, on peut se dire que ça n'a peut-être pas servi à grand-chose, mais bon, c'était quand même bien de le faire. On a soutenu une lettre des scientifiques, j'en parle, parce que Or, qui était porteuse de ce projet, a passé des heures, des nuits à rédiger cette lettre de scientifiques signée par des centaines de scientifiques à destination de tous nos élus. Donc, vous voyez vraiment des actions que je vais appeler un peu de lutte. Alors de lutte où on y mettait notre cœur et on avait beaucoup de joie à les faire. Hein. C'était pas la lutte, on va râler. C'était de la lutte pour essayer de faire changer les choses. Et puis fin décembre, on va dire qu'on a eu une sorte de virage. On fait encore des actions de tractage, de sensibilisation, etc. Mais on s'est vraiment dit, bon, la lutte c'est bien. Mais construire, en tout cas, c'est peut-être mieux. Ou en tout cas, maintenant qu'on a purgé cette colère, qu'on est hyper en lien, qu'on s'entend super bien. Alors, je vais pas dire que c'est tout en rose. Hein. Bien sûr, parfois, il y a Héloïse pourra revenir dessus, mais il y a des moments de clash. Mais je veux dire, réellement, ce qui nous lie est bien plus fort que ce qui nous désunit. En fait, il n'y a rien qui nous désunit. Il y a des petites choses qui nous titillent, mais ce qui nous lie est extrêmement fort. Et donc, c'était... de toute façon, on ne va plus convaincre. On est là, on peut expliquer, on peut débattre, mais on ne va plus convaincre. Construisons quelque chose qui nous convient demain. Et là-dessus, on s'est partagé 3 idées de projets pour la rentrée 2022, qu'on a entamé dès 2022. Mais encore une fois, grâce aux membres, hein, parce que tout ce que je veux dire, sinon, sans eux, ça ne fonctionne pas. Et dès 2022, nos 3 projets, c'était le premier... créer une association qui s'inscrit dans le syndicat Liberté Santé, le SLS, qui viendrait au niveau de Lyon Métropole en soutien aux soignants suspendus. Donc, on a créé 3S. Et je fais juste une petite parenthèse. On a un événement le vendredi 8 juillet avec Fabien Moine, Carole et Louis Fouché qui vont venir, Grégory Pamard, Judith Rémy, pour la présentation du documentaire suspendu des soignants entre deux mondes, suivi d'un débat. Donc voilà, vous pouvez trouver toutes les informations sur Billet Web si vous souhaitez y participer. Et ça sera au Profit 3S, c'est pour ça que j'en parle. Donc cette association 3S a pour objectif de collecter des fonds et de pouvoir les redistribuer aux soignants qui commencent vraiment à être en grande difficulté, parce que je me permets juste de rappeler qu'un soignant suspendu, c'est pas un soignant qui touche le chômage, c'est un soignant qui gagne 0 €, qui reçoit une fiche de paye à 0 €, qui ne peut pas faire de formation, qui ne peut pas exercer son métier. Donc voilà pour l'association 3S. Et on a des membres, Christine, Corinne et Elisabeth, qui ont pris les choses en main, accompagnés de notre pôle juridique, qui est aussi un pôle de femmes avec Michel, Natacha, etc., pour créer cette association. Et ça s'est fait grâce à elles. On a lancé l'idée, elles ont pris, et ça y est, ça fonctionne. Elles ont leurs réunions, elles avancent, elles prennent les dossiers, elles les traitent, etc. Notre deuxième projet de 2022, c'est réfléchir à la création d'un réseau de soins. Un réseau de soins avec 3 choses essentielles pour nous, 3, on peut presque les appeler des raisons d'être.
le fait que les praticiens puissent exercer leur art, on va vraiment utiliser ce terme-là, en toute liberté, dans de bonnes conditions, c'est-à-dire avec une rémunération qui est juste. La deuxième raison d'être, c'est que chaque patient n'ait pas besoin d'un pass sanitaire pour aller prendre soin de lui, et puisse avoir accès à ce réseau, et puis avec des pratiques qui lui conviennent. Et enfin, la troisième raison d'être, c'est d'arriver à faire basculer les citoyens d'un système de consommateur de santé à un système d'être « je deviens acteur de ma santé ». Et donc, ce réseau de soins, qui va s'appeler Oasis Pleine Santé, parce qu'il va y en avoir plusieurs, est en cours de construction. On a déjà monté des petits ateliers. On va certainement faire une journée porte ouverte en septembre. Et là, pareil, hein, c'est des membres de Réinfo, c'est Corinne, c'est Zora, qui sont vraiment impliqués dans Jean-Baptiste aussi. Je vais quand même dire Jean-Baptiste que c'est un de nos garçons avec Xavier, donc il y a quand même des hommes. Voilà, qui sont dans ce projet. Et puis le troisième projet qui vraiment nous anime en 2022, c'est créer aussi une association, parce que Oasis Pleine Santé, ça sera aussi une association, mais là une association pour les enfants et notamment pour, plus précisément, pour apporter du soutien aux familles qui souhaitent mettre leur enfant en instruction en famille, donc ce qu'on appelle l'IEF. Et là, c'est vraiment une association qui a aussi plusieurs objectifs. Alors, pas du tout l'éducation, parce qu'on sait que quand on est en instruction en famille, c'est les parents qui ont ce rôle et pas les personnes extérieures, mais que le réseau qu'on est en train de construire puisse proposer aux enfants des ateliers d'ouverture, des ateliers cirque, des ateliers musique, des ateliers sophrologie, des ateliers découverte de la nature. Et ça, c'est au travers des membres des collectifs qui vont dire « Ah, moi, je suis un passionné des plantes naturelles, enfin de forêt, par exemple. » Ce que je propose, c'est, je dis n'importe quoi, un jeudi par mois, un jeudi après-midi par mois, je propose de prendre les enfants de 8 à 13 jusqu'à 10 enfants et puis de leur faire découvrir les plantes de la forêt, par exemple. Et donc, on voit bien que tous ces projets se font pas juste à travers nous et même pas juste à travers Réinfo Lyon. Ils se font grâce à tout ce maillage qu'on est en train de créer. Avec Pierrick de Libertad, avec le groupe de mascarade, Fred et ses collègues, avec les Petits Monts et Fabrice et Cindy, etc., etc. Et donc voilà, aujourd'hui, on en est là. Là, vous pourriez croire que tout a été facile. Bien sûr que non. Mais honnêtement, c'est pas si difficile que ça. En tout cas, merci pour cette présentation quand même succincte mais très développée. Louis, je crois que tu veux ajouter un petit commentaire éventuellement. Ouais, peut-être juste bien faire sentir aux gens qui viennent de t'écouter qu'au fond, ils sont puissants. Vous avez vu, des gens qui sont pas plus doués que les autres au départ pour faire un collectif, arrivent à finalement s'organiser pour faire de très belles choses un peu partout. Et à la fois, le collectif produit ça, mais j'imagine que les individus qui en font partie en retirent les fruits, à la fois la fierté et l'énergie qui s'en dégage. Isabelle, toi, tu as décidé de faire ça presque à plein temps maintenant, c'est ça ? Oui, alors excuse-moi, je réponds juste après parce que j'ai oublié une action essentielle. Et Véro, Nathalie, Julia, excusez-moi, Cédric, une action magnifique qui fait partie de la construction de demain, qui en plus demande des heures carrées. C'est nous avons créé une bibliothèque pour tous, en tout cas pour tous les membres des collectifs lyonnais, des deux collectifs Réinfo Lyon, Réinfolution, de mise à disposition des livres. Donc c'est à travers un outil web, mais il faut bien penser qu'il faut scanner tous les livres, mettre les petites étiquettes, etc. Et en fait, cette idée de bibliothèque, elle est née du fait que jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, sans passe, on ne rentrait pas dans les bibliothèques. Et donc, les personnes que je viens de nommer, elles se sont dit non mais c'est pas possible. Et dès, je crois même fin 2021, elles se sont engagées sur cette action de bibliothèque. Et là, ça y est, là, on est en train de faire les tests de ce petit outil web pour enregistrer les livres audio, les DVD, etc.
Et la bibliothèque, elle est en place à partir de fin août, début septembre. Et voilà, je voulais juste mentionner le projet parce que c'est un super projet collaboratif. Et oui, pour répondre à ta question, Louis, ouais, moi, c'est mon travail, en fait, cette antenne. J'ai décidé d'arrêter de travailler début 2021, janvier 2021. Alors, j'ai eu la chance d'avoir déjà un mari qui était tout à fait OK. Enfin, je veux dire, ça a été une décision familiale que j'arrête de travailler. Après, j'ai eu la chance de pouvoir le faire aussi financièrement. Et honnêtement, je me suis jamais sentie autant à ma place qu'aujourd'hui. En tout cas, c'était très intéressant. Merci beaucoup pour ces éléments. En fait, donc, je rejoins ce que dit Louis. En fait, on perçoit véritablement qu'en fait, on a une véritable création humaine, que c'est totalement possible, que notamment des personnes qui n'avaient jamais fait ça, il n'y a pas besoin spécialement de compétences, justement, ça va nous permettre d'aller chercher justement un petit peu au fond de nous-mêmes, d'échanger, de discuter sur ce que chacun sait faire, et puis surtout, on apprend à faire de nouvelles choses. Et surtout, on commet parfois des erreurs, mais en fait, les erreurs sont énormément, on va dire, constructives. Ils nous apprennent, tiens, ça marche, ça ne marche pas. Ça nous permet de rebondir, d'évoluer, et c'est comme ça que l'on apprend. C'est totalement le cycle d'apprentissage. Et là, je te rejoins totalement. Dans les collectifs, j'ai été, moi, époustouflé par la création, l'imaginaire qu'il est possible de tirer, en fait, de différentes personnes qui, à la base, ne se connaissaient pas du tout, qui ont des fois des avis divergents sur différents points, et qui, finalement, vont essayer de mettre en lien, essayer de régler un petit peu les frictions pour arriver à quelque chose et un objectif commun. Et donc, je suppose que tous ces éléments que vous avez évoqués, je crois que c'est Héloïse qui va nous présenter un petit peu, du coup, quelle est la structuration que vous avez mis en place, justement, qui a permis, en partie également, de pouvoir générer toute cette créativité et tous ces projets que vous mettez en lien. Donc, Héloïse, je crois que c'est toi qui vas nous parler davantage de la gouvernance un petit peu au sein du collectif. Tout à fait. Oui, j'ai un de mes rôles au sein du collectif de Réinfo Covillon a été de m'intéresser justement à ces questions de gouvernance, notamment en rédigeant une partie des synthèses de toutes vos émissions La vie en collectif, qui nous ont vraiment éclairés, qui nous ont apporté beaucoup d'outils pour pouvoir nous structurer. Et des outils qu'on a vraiment regardé attentivement, qu'on s'est approprié, parce qu'en fait, ce sont certes des outils, mais qu'on devait adapter à nous, notre mode de fonctionnement. Donc, c'est sûr que cette créativité, tout ce foisonnement d'actions est lié à deux facteurs, c'est-à-dire tous ces liens très forts, comme disait Isabelle, qui nous unissent parce qu'on s'est construit dans le mouvement, dans l'action, sur le terrain et physiquement. Et aussi parce que on a vraiment ressenti le besoin de se structurer. Et c'est vraiment ce qui nous a permis de mener à bien, je dirais, des projets très concrets. C'est vraiment un cadre c'est vraiment le cadre aussi qui a fait en partie notre force pour atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. Et on s'est vraiment appuyé sur ce socle, le socle qui était vraiment important en termes de lien, un socle structurel pour construire nos actions et nos projets. Alors là-dessus, je dis juste un mot, Héloïse, avant que tu développes, c'est qu'il y a des collectifs qui sont strictement instinctifs, mais probablement ils ne dépasseront pas une certaine taille. Ils ne dépasseront pas une certaine ampleur non plus en termes de capacité à transformer la matière. Et pour autant, ça peut être très agréable. C'est par exemple le collectif de la mascarade qu'on a vu la dernière fois. Mais effectivement, quand les actions sont plus ambitieuses, on se rend compte qu'il y a ce besoin-là de se retourner vers l'intérieur, qu'on ne peut pas donner... accomplir quelque chose de très important si on n'a pas commencé à ce que notre collectif, comme un organisme vivant, il ait tissé sa cohérence, il ait créé des tissus avec certains qui font plutôt ci, d'autres plutôt ça, puis des bonnes interrelations. Et ça, c'est l'enjeu de la gouvernance. Alors, ça fait peur à beaucoup de gens, et pour autant, c'est le tissage de la cohérence interne et de la gouvernance qui aujourd'hui fait la différence entre des collectifs qui sont en train de s'effriter de tous les côtés, de s'effilocher, parce qu'ils tenaient que par la contrainte extérieure. Et ils tenaient parce qu'il y avait des lois, des difficultés venues du monde extérieur. Donc il y a de très nombreux collectifs qui sont en train de disparaître parce qu'ils étaient que contre le système, ils vivaient parce qu'ils étaient contre le système. Et puis il y a ceux qui ont réussi à tisser leur cohérence et qui peut-être vont, dans cet espace qui s'ouvre, pouvoir déployer des possibles qui étaient un peu inattendus.
Donc là, aujourd'hui, on vous reçoit pour cet exemple-là de gouvernance plus travaillée. Alors, tu dis qu'il y a eu la vie en collectif, de nombreux outils, mais finalement, il n'y a pas un OS, un système d'exploitation qui marcherait pour tout le monde. C'est à inventer soi-même. Alors, justement, vous avez posé quoi comme règle de base? Alors nous, en fait, on est parti donc d'une quinzaine de membres à se réunir au tout début, fin août, début septembre, et puis très vite, en fait, au fil des semaines, s'est constitué on va dire, un ensemble de membres qui venaient à toutes les réunions et qui s'investissaient en continu dans les projets, voilà, qui avaient des idées et qui concrètement mettaient la main à la pâte, quoi, en fait. Et ce sont vraiment ces membres-là qui ont au fur et à mesure constitué on va dire le centre, enfin le cœur en fait du collectif, qui est devenu en fait qu'on a fini nous par appeler le système immunitaire. Donc en fait, il était composé d'une petite vingtaine de personnes, on était 17-18 au début, et aujourd'hui on est une petite douzaine, on doit être 10-12 membres dans le système immunitaire. Et la fonction de ce système immunitaire, c'est vraiment d'être garant des raisons d'être du collectif. Donc, ces raisons d'être, elles représentent vraiment nos convictions profondes, les raisons qui ont fait qu'on a adhéré à ce collectif, et elles viennent comme un fil conducteur qui fédère et qui va donner de la cohérence en fait à tous nos projets et nos actions. Donc, ces raisons d'être, en fait, elles ont évolué au fil des mois parce que c'est sûr qu'elles sont modulables en fonction aussi du contexte politique, des motivations des uns et des autres, et puis de la réalité aussi sur le terrain à laquelle on est confronté. Mais en tout cas, depuis le début, ces raisons d'être, elles sont vraiment centrées autour de la question du lien. Donc, avec les questions qui sont comment être en lien, comment rester en lien, comment faire du lien aussi. Elles sont aussi centrées sur les questions de la réinformation, notamment sur toutes les questions qui a trait à la santé. Et elles ont été en tout cas de plus en plus tournées vers la construction du monde de demain, comme le disait Isabelle tout à l'heure. Hein, on a vu qu'on avait vraiment pris un virage en 2022 qui était aussi le fruit d'un cheminement intérieur en fait et collectif. Du coup, nous, très vite, en fait, dans les semaines qui ont suivi la création du collectif, on a ressenti le besoin de se regrouper autour de thématiques différentes, mais qui étaient conditionnées par l'actualité qu'on était en train de vivre, notamment au mois de septembre 2021, puisque, voilà, au 15 septembre, c'était la suspension des soignants qui refusaient le vaccin, et puis au 30 septembre, c'était l'obligation du pass sanitaire pour notamment à partir de 12 ans pour les adolescents et les jeunes adultes. Donc nous, du coup, en réaction, on a vraiment voulu les soutenir. Donc c'est là qu'on s'est regroupé autour de ces thèmes-là et qu'on a créé ce qu'on a appelé des pôles. Donc le premier pôle, enfin les 3 premiers pôles qui ont été créés chez nous concernaient les soignants suspendus. On a créé un pôle juridique pour justement venir en aide aux soignants suspendus, donc pour la partie plus administrative, parce que voilà, ils étaient dans un état tel de sidération qu'il fallait les aider de manière urgente. Puis après, Isabelle vous a parlé du pôle renaissance professionnelle, qui venait les aider concrètement dans leur éventuelle reconversion. Voilà. Et puis un pôle pour les jeunes. Ce pôle jeune, en fait, il est vraiment, voilà, il était vraiment très important pour nous parce qu'il s'agissait de proposer des alternatives à cette classe d'âge 12-25, donc ados et étudiants, pour justement qu'ils se sentent le moins possible exclus de la société. Parce que qui n'avait pas son pass n'avait pas accès à toutes les activités extrascolaires, aux lieux de rencontres, de culture. Donc, il était vraiment important de faire en sorte qu'ils puissent continuer à avoir une vie sociale. Et puis, le 3e pôle qui a vu le jour à ce moment-là, c'est évidemment le pôle communication, parce qu'il était vraiment complémentaire des autres pôles, et que effectivement notre objectif qui était de réinformer passait par une structuration au niveau des modalités de communication. Voilà, donc au début, on a vraiment, on a vraiment procédé de manière, je dirais, instinctive et informelle. On a fait face à l'urgence, on a créé face à l'urgence, mais déjà, on ressentait ce besoin quand même
se structurer, de nommer, enfin d'avoir des référents par pôle pour faciliter une certaine coordination entre nous, faciliter la communication, et puis avoir des interlocuteurs privilégiés qui pouvaient synthétiser un travail et faire remonter les actions qui étaient faites. Voilà. Mais c'est vrai que très rapidement, au vu de l'ampleur croissante d'adhésion qu'on avait, en fait, on avait beaucoup de gens qui souhaitaient nous rejoindre, on a eu besoin de clarifier notre fonctionnement et notre organisation interne, et notamment par écrit. Et pour ce faire, on s'est vraiment inspiré du modèle d'organisation de Réinfo Covid nationale, avec notamment les idées, la structure en cercle, que nous, on a repris un petit peu d'une certaine manière à travers nos pôles et nos différentes entités de fonctionnement. Et puis, on s'est largement inspiré, évidemment, de vos vidéos, qui ont été pour nous très éclairantes, qui nous ont permis d'avoir beaucoup d'outils à disposition pour pouvoir structurer notre collectif. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas appliqué tel quel le contenu des propositions que tu faisais, Louis, dans les vidéos, mais on s'est vraiment réapproprié certaines formes de structure, certaines modalités de mise en place pour pouvoir avoir une organisation claire, solide, qui puisse être vraiment nous servir de base pour mener des actions. Donc voilà à peu près comment on a fonctionné. Donc après, ce besoin de clarifier, de structurer le collectif, il est apparu de manière en fait très concrète, parce qu'en fait on a eu des tensions, des questionnements qui nous ont amenés à nous structurer de cette manière-là. Le premier facteur, en fait, ça a été finalement l'afflux important de membres, en fait, de demandes d'adhésion qui nous sont parvenus. Donc, on a dû, de ce fait, repenser notre processus de montée à bord, notamment en élaborant une charte, un processus d'inclusion. Et puis, le deuxième facteur qui nous a poussé à nous structurer, ça a été une demande de certains membres, en fait, qui trouvaient que notre façon de prendre les décisions n'était pas claire, en fait, au sein du collectif. Donc, il a fallu qu'on pense notre mode de gouvernance, mais de manière vraiment concrète, pragmatique et non plus intuitive comme on l'avait fait jusqu'à maintenant, parce que en fait, on avait plutôt tendance à décider en se concertant, puis en se disant, est-ce que ça nous paraît juste, est-ce que c'est bien conforme aux raisons d'être, mais ça restait quand même essentiellement oral. Et il nous a vraiment fallu passer à l'écrit pour que les modalités de prise de décision soient visibles et claires pour tous. Donc du coup, on a établi des règles, notamment en créant des documents pour faire face à d'éventuels conflits, pour permettre justement de régler certaines tensions. Donc concrètement, on a rédigé un processus de remédiation, un processus d'exclusion, on a également rédigé des règles financières et puis des chartes une charte pour réguler notamment nos fils de communication sur Telegram, par exemple, entre autres. Et puis le troisième facteur qui nous a amené à repenser à penser notre structure de manière concrète, c'était aussi le besoin de se coordonner pour être efficace dans nos actions. Donc là, on a vraiment dû repenser et puis penser les modalités de mise en place de notre communication interne. Donc, à savoir quel moyen de communication on utilisait, qu'est-ce qui était plus simple, plus pratique pour nous, en créant par exemple des fils pour chaque pôle, en créant des groupes. Là, c'est comme ça que vous avez fait, Héloïse? C'est avec des fils Telegram justement divers et variés? Ou vous n'avez pas d'outils centralisés comme Cloud, je ne sais plus quoi, ou des trucs comme ça, Nextcloud, ou des trucs comme ça? Oui. Pour la communication interne, on utilise essentiellement Telegram. Donc, chaque pôle a son fil Telegram. On a un fil général, un fil sur lequel on poste toutes les informations internes, en tout cas les informations pour le collectif, un fil où les membres peuvent poster eux-mêmes aussi des informations qu'ils jugent intéressantes pour le collectif. Et puis, on utilise, on a quand même le mail, bien sûr, qui nous permet de diffuser, par exemple, des informations tels que les comptes rendus de réunion, par exemple. Mais c'est vrai qu'on n'a pas… Et on a aussi
un espace cosy pour stocker en fait notre documentation. Donc les documents qui sont accessibles à tous les membres de Réinfo. Voilà, en termes de communication interne, hein, je dirais. Voilà, comment on est organisé. On crée aussi des groupes éphémères sur Signal quand on a des événements ponctuels à gérer, donc qui nécessitent voilà, une équipe particulière. Donc voilà, on s'organise de cette manière-là. On se rend compte que la communication interne et externe est très importante et que souvent c'est un pôle qui va un peu de soi, mais on utilise un outil, un autre. Il y a le mail qui se superpose au téléphone, qui superpose à Telegram. Il y en a certains qui n'ont pas accès parce qu'ils n'ont jamais paramétré leur truc et qui a presque besoin aussi dans la montée à bord de bien préciser quelles sont ces modalités de communication et d'intercommunication à l'intérieur d'un collectif. Ça peut être à l'origine de très nombreux malentendus, parfois de conflits et puis d'inefficacité dans l'action. Donc aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour être interconnecté. Et un des problèmes sous-jacents, parfois, c'est moins les outils que la capacité de concentration des gens, où finalement leur attention est balkanisée par toutes les conneries qu'ils peuvent recevoir toute la journée de partout. Et donc, ils n'ont pas le temps de regarder la masse d'informations. Donc il y a aussi cette idée dans le collectif qu'à un moment, l'attention est centrée vers le collectif et elle va vers ça, plutôt que d'être en permanence diffractée dans 50 endroits différents, quoi. En tout cas, c'était très intéressant. Ça permet de voir également le rôle de la structure. Donc, si je vais parler avec le libertaire, on est un petit peu moins structuré dans certains collectifs. On se rend compte qu'il est un petit peu plus difficile parce que dès qu'on parle de structuration, ça y est, enfin, pour certains, en fait, ils se rapproprient ça comme en fait l'ancien système, ne veulent pas de pyramide. Et pourtant, là, on constate, par exemple, que l'intérêt véritable d'avoir une structure qui ne veut pas spécialement dire qu'il y a des chefs ou autres, mais que la mise en lien, et pour que ça marche, il faut éventuellement aussi, exactement aussi qu'il y a des personnes, enfin des choses structurées, qui fait quoi, qui comment, pour que ce ne soit pas en fait de la décision arbitraire. Alors Héloïse, tu nous as évoqué un ensemble de points, notamment j'ai été attentif sur un sujet, tu nous as parlé comme quoi vous avez grossi rapidement et qu'il a fallu justement vous réadapter. Je crois que c'est toi Xavier qui va nous parler justement comment vous avez développé davantage cette partie-là avec l'afflux massif de personnes et donc les solutions que vous avez mises en place face à l'arrivée massive de nombreuses personnes. Alors, je vais essayer de le dire rapidement parce qu'après, je devrais vous quitter. Effectivement, l'accueil des nouveaux membres, comme on était de plus en plus nombreux et que notre bateau avait pris de la vitesse, qu'il y avait plein d'actions qui étaient déjà en cours, c'était assez difficile à chaque réunion, devoir faire une présentation de comment ça marche, où on en est. Donc, la première réponse qu'on a apportée, c'était de faire une réunion par mois dédiée à l'accueil des nouveaux membres. Mais ça voulait dire qu'une demande pouvait peut-être attendre 3 semaines avant que la personne puisse enfin rencontrer d'autres en présentiel, enfin toucher les gens qu'elle avait envie de rejoindre. Et ça a duré un temps relativement court et on s'est dit, c'est pas satisfaisant, on ne peut pas continuer à grossir, il y a besoin d'une nouvelle antenne à Lyon. Ce processus-là, on a cherché comment on allait le mettre en œuvre. Est-ce que c'est un essaimage? Une partie de nous se sépare et crée une nouvelle antenne. Est-ce que c'est une duplication? On refait la même chose à l'identique. Et finalement, une fois que le processus, là maintenant, il est à peu près achevé, c'était juste accompagner à la naissance d'une nouvelle antenne en essayant de partager et de faire profiter de notre expérience, mais en mettant juste un cadre pas trop serré pour qu'ils puissent eux-mêmes trouver leur véritable identité, enfin la leur. Donc, ça a été un processus qui s'est étalé sur 4-5 mois. Et maintenant, il y a une nouvelle antenne qu'on doit considérer comme notre collaborateur privilégié. Voilà, on n'a plus à avoir de posture qui donne des conseils ou quoi que ce soit. Ils sont grands maintenant. Donc, comment vous l'avez appelé? Comment elle s'appelle cette antenne? Ah, c'est pas nous qui l'avons appelé, c'est eux qui se sont appelés. Il s'appelle Réinfolution. Un petit jeu de mots avec Réinfo Solution ou Réinfo Révolution. C'est leur esprit qui a pondu ça et surtout pas l'esprit des anciens qui, eux, s'appellent Réinfo Lyon. Voilà. D'accord. Alors, par exemple, si je suis lyonnais, si du coup j'ai 2 collectifs à Lyon, comment s'organise en fait, si je viens toquer à la porte des 2, comment ça se passe est-ce que vous avez déjà défini potentiellement qui en fait ouvre la porte, qui ferme la porte, qui dit moi je peux accueillir encore quelqu'un ou alors moi je ne peux pas? Est-ce que vous avez défini déjà éventuellement cette partie-là?
On ne l'a pas évoqué clairement, d'où l'intérêt de ta question, et peut-être ça nous demandera de la discuter avec les référents de l'autre antenne. Concrètement, l'adresse qui apparaît encore, enfin, ça a été mis à jour, mais Réinfo Covid Lyon @ ton mail, c'est eux qui ont été de cette adresse. Du coup, les nouvelles demandes, pendant un temps, sont systématiquement arrivées chez eux. Nous, on avait créé une nouvelle adresse. Maintenant, ces 2 adresses sont diffusées. Eux sont en demande d'accueillir des nouveaux membres parce qu'ils ont encore la capacité à grossir. Nous, on va peut-être plus accueillir au cas par cas parce que un membre a son ami qui a envie de le rejoindre ou parce que sur le terrain, une belle rencontre et la personne veut vraiment rejoindre cette antenne-là parce que peut-être aussi tel projet, tel pôle, etc. Voilà, si ça répond à ta question, Pierrick, ou Isabelle et Louis, si vous avez des choses à rajouter. Ouais, totalement. Et puis c'est assez intéressant. Ça me fait penser. Alors Louis pourra davantage peut-être développer, mais ça me fait penser, vous savez, à justement des fois on peut avoir une grosse structure avec un petit peu des spin-offs, un petit peu en dessous qui débarquent. Et puis l'intérêt véritable, surtout dans la conjoncture actuelle que l'on est, ce qui est véritablement intéressant, c'est que si on a une trop grosse structure, il suffit que quelque chose se passe mal dans la grosse structure, en fait tout explose. Et le fait d'avoir en fait finalement plein de bulles, on se doute que s'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'un, en fait, il y en a un autre qui va tenir, qui va peut-être pouvoir relever l'autre. Et donc, c'est assez intéressant, je pense. C'est une perception personnelle d'avoir justement un ensemble de bulles, de cercles, de petits collectifs qui sont tous indépendants les uns des autres et qui peuvent s'aider, se structurer et qui ne vont pas dépendre éventuellement d'une problématique qui est apparue chez l'un ou chez l'autre. Ouais, c'est un peu le rêve de beaucoup de gens, hein, qu'il y ait un seul gros collectif qui s'appellerait peut-être l'État, sur lequel on serait tous d'accord. Et en fait, ça n'arrive pas, quoi. Donc, à moins de le faire en force. Et puis, donc, les structures qu'on est en train de créer, elles n'ont pas vocation à devenir des multinationales. Elles n'ont pas vocation à devenir des structures gigantesques parce que la charge de structure à ce moment-là, administrative, devient trop importante. Et la plus grande partie de l'énergie est passée dans l'administration, alors même que, et plus dans l'action. Alors même que c'est l'action qui est intéressante. Et donc, on doit arriver à garder des structures qui sont minimalistes quelque part, qui sont voilà, une ébauche de squelette qui tient juste ce qu'il faut. Sinon, vous avez un énorme diplodocus, il est capable de manger une feuille de temps en temps, mais bon, c'est pas capable de s'enfuir quand une météorite arrive. Là, non, il vaut mieux des petites souris un peu partout qui se faufilent et qui font plein d'autres souris de tous les côtés, qui ont une structure assez souple et assez légère. Qui n'empêche pas à un moment que toutes les souris ensemble vont grignoter le fromage quand il y a un truc à faire ensemble. Et donc ça, c'est la question de l'interconnexion des collectifs, de garder ce maillage, ce tissage entre les gens. Et donc tu as raison, Pierrick, c'est typiquement la symbolique en fait des ronds de Réinfo Covid, hein, toutes ces petites bulles interconnectées les unes aux autres. Isabelle, tu voulais commenter tout ça? Non, ça va? Ok. Et t'as pas ton micro, hein, mais c'est pas grave. Super. Non, c'est bon, Xavier a dit l'essentiel. Ouais, alors je pense qu'il ne faut pas que ça exclue aussi d'être tourné vers l'extérieur. Vous vous souvenez que c'était l'idée des oasis, hein, d'emblée, d'avoir prévu comment je suis tourné vers l'extérieur, comment je suis en interaction avec le monde extérieur. Et quand on est préoccupé de sa structure, de soi-même, de ses actions, des fois on a un peu le nez dans le guidon. En pédagogie sportive, on dit que c'est les premiers stades avant de pouvoir se décentrer de son support, d'être suffisamment à l'aise avec ses gestes pour pouvoir voir autour ce qui se passe. Je suis sur mon bateau, je tire des cordes, etc. Puis il y a un moment où j'arrive à plus avoir le nez dans le guidon, je suis capable de regarder ce que ça donne, je suis même capable de regarder les autres bateaux sur le plan d'eau, et tout ce que je suis en train de faire file et coule naturellement, parce que c'est devenu des fonctions appropriées. Et voilà, au revoir Xavier, merci beaucoup. Donc je crois que ça pourrait être une des lignes de mire d'un collectif, c'est de dire toutes les fonctions internes, à la fin, devraient peut-être aller de soi, être un peu naturelles. Alors, de temps en temps, ça va merder quand il y a une maladie, mais un peu comme dans un organisme, au début, le bébé, il apprend à bouger ses doigts et il est fasciné par le fait de bouger ses doigts. Puis au bout d'un moment, ça y est, il arrive à attraper quelque chose. Alors au début, il attrape quelque chose, vous vous souvenez, il a le grasping, on n'arrive pas à lui enlever, c'est mignon même, hein, quand on donne son doigt à un bébé et qu'il l'attrape. Ciao Xavier. Mais il y a aussi ce moment où ça y est, on arrive à attraper des choses et à manipuler la matière autour. C'est ce à quoi devrait en arriver un collectif à la fin. Alors moi, j'ai quelques questions pragmatiques simplement. Comment vous faites pour gérer un conflit? Est-ce qu'il y a un procès? Est-ce que vous le laissez pourrir, vous l'enterrez sous le tapis?
Comment ça se passe en pratique? On Comment on laisse fait pour le dire pourrir. déjà? Non. Héloïse, tu réponds? Oui, on a rédigé justement un processus de médiation en fait. En cas de conflit, on a 2 membres du système immunitaire qui se proposent en fait d'intervenir quand il y a conflit ou tension entre 2 personnes pour justement essayer de comprendre, essayer de temporiser le conflit et de chercher une solution. Donc effectivement, on a pensé cet aspect-là, hein, cet aspect de tension qu'on a déjà rencontré une fois, à vrai dire. Voilà, et finalement, voilà, c'est vraiment, en tout cas pour nous, le conflit, les tensions, c'est vraiment quelque chose auquel on est peu habitué. Alors plus aux tensions bien sûr, puisque c'est elles qui nous font avancer, qui nous font progresser. Mais le conflit, on a très peu de choses sur ce thème-là, quoi. Donc on a anticipé grâce à vos émissions, parce que c'est vrai que c'est des questions auxquelles comme on n'avait pas été confronté à ces questions-là, elles nous ont interrogés, du coup, vos émissions, parce qu'on s'est dit, et justement, le jour où ça nous arrive, comment faire face. Donc, on a choisi d'anticiper, mais ce sera affiné de toute façon en situation, puisque pour l'instant, on n'a pas eu à gérer quelque chose d'important. Merci pour ces éléments. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on retrouve en fait finalement la nécessité comme quoi la vie en collectif, d'une manière globale, ça rejoint bien le mot. Des fois, en fait, il y en a qui rêvent d'aucune structure, d'aucune règle, en fait, où tout se fait de manière un petit peu intuitive, et on se rend compte que dès qu'on met des personnes ensemble, on a tous vécu dans des cadres un petit peu différents, avec des cultures différentes, des expériences différentes, et ben finalement, tout ne se fait pas de manière anodine, et ce qui est anodin pour quelqu'un n'est pas spécialement anodin pour l'autre. Et ce qui est véritablement intéressant là, dans ces règles que l'on pose, il n'y a rien de parfait, mais en fait, finalement, on réapprend à réécrire un petit peu les règles de la société, parce que finalement, vivant en collectif, c'est comment est-ce qu'on vit en société les uns avec les autres, comment on gère les problématiques, parce qu'on peut avoir des problématiques, tout aussi bienveillant que l'on soit, on peut ne pas être d'accord avec les autres, donc comment est-ce qu'on traite ça? Et ça m'évoque, moi, à chaque fois, un petit peu les notions que Étienne Chouard évoque avec le RIC, et comme quoi, finalement, on est en train, dans les collectifs, de faire des mini conventions entre nous, donc de redéfinir un petit peu nos règles, nos textes, nos lois entre nous, pour remettre en fait finalement la loi à la place en fait où elle doit être, c'est-à-dire c'est comment on organise la vie en société. Isabelle, Héloïse, est-ce qu'il y avait des choses un peu en tête et le chemin qui seraient différentes justement de ce qu'on avait proposé Pierrick et moi comme une première vision, comme première façon de regarder? Est-ce qu'il y a justement vous, après presque un an d'existence, il y a des choses qui vous semblent très importantes pour ceux qui vont commencer à se constituer ou ceux qui vont vous rejoindre? Je vais prendre la parole. Oui, alors je l'ai dit tout à l'heure un petit peu dans mon intervention. Après, ce n'est que moi, hein, mais vraiment, je crois que ce qui est essentiel, c'est vraiment de créer ces liens forts. Alors, on se répète, hein, Louise l'a dit plusieurs fois, je l'ai dit aussi plusieurs fois. C'est essentiel de mettre du lien, donc mettre des moments festifs, ça reste vraiment le terreau pour arriver à ce que ça pousse. Donc ça, pour moi, c'est le premier point. Et le deuxième point, je l'ai également dit, mais c'est vraiment se mettre en mouvement, se mettre dans l'action. C'est-à-dire que, comme j'ai un peu des visions des collectifs, parce que comme je coordonne avec mon binôme Vanessa les antennes sud-est de Réinfo Covid, je vois plusieurs collectifs qui fonctionnent. Et encore une fois, ce n'est que moi hein, qui dis ça, mais des collectifs qui ont, dès le départ, essayé de poser leur raison d'être, poser des structures, enfin, en gros, mettre des choses un peu lourdes et pas forcément très sympas, ont patiné un peu. C'est-à-dire que ça a pris du temps, ça s'est enlisé, parce que je pense aussi que l'envie, l'énergie n'était pas forcément positive. Alors que le fait de se mettre en action, je veux dire, c'est le corps, la tête, les bras, les mains, je te donne un tract, je vais mettre des affiches. Donc, je crois vraiment que le lien
et la mise en mouvement, c'est vraiment 2 points qui sont essentiels pour arriver à construire du solide au sein d'un collectif. Ouais, merci beaucoup. Je crois que c'est important d'insister là-dessus, hein, le lien humain direct et puis tous ces moments qui ont l'air d'être pas effectifs, pas efficients, qui servent à rien et qui pourtant forgent petit à petit la connaissance les uns des autres intime, qui permet ensuite de se mettre en action. Et encore une fois, hein, toutes ces vidéos, Pierrick, on l'avait dit dès le départ, mais la gouvernance est au service de la raison d'être et de l'intention d'un collectif, et pas l'inverse. Le collectif n'est pas au service de faire de la gouvernance, quoi. Parce que sinon, on peut tomber dans le rêve de faire un système parfait et passer des heures à essayer de rédiger un système parfait décorrélé de la réalité qu'il y a à vivre. C'est pas le but, hein. Sinon on est un théoricien et le but c'est pas d'être un théoricien, c'est de naviguer dans le monde où on est. Je souhaitais dire, si c'était possible, un petit mot par rapport à ça. Alors là, je le dis davantage par connaissance avec Isabelle, notamment. Comme vous l'avez compris, donc Libertas s'est construit davantage, sans spécialement davantage de structure, avec une structure qui était un peu plus difficile à mettre en place, notamment par rapport à ces éléments où certains ne voulaient pas retomber dans il y a une structure, il y a des règles, etc. Donc petit à petit, ça se remet en place. Et d'un point de vue purement personnel, ce que j'aurais tendance à dire à ceux qui nous écoutent, à ceux qui lancent des collectifs, ceux qui essaient de les développer, il me semble primordial véritablement d'avoir justement ces fameux cercles, comme vous avez dans Réinfo Covid, ou le système immunitaire, justement vraiment un cercle, si on peut dire décisionnaire, où notamment on va avoir une gouvernance partagée. En fait, quand vous n'avez pas ces cercles-là, certains le perçoivent, c'est bon, moi il n'y a pas de chef, mais finalement, on se retrouve dans des situations, je parle plus en tant qu'expérience, où vous allez avoir en fait des personnes qui du coup vont se retrouver à devoir prendre des décisions indépendamment de leur volonté, parce que justement, il n'y a pas de structure organisationnelle de prise de décision collective avec des personnes légitimes ou illégitimes, peu importe, dites-le comme vous voulez, et donc qui peut mettre éventuellement en difficulté des fois des individus, des leaders, entre guillemets, ou des personnes, parce qu'ils se retrouvent à un moment donné sans structure, et du coup, on demande à ces personnes-là de devoir décider ou de devoir acter des décisions. Et de ce que j'ai pu constater, de par les nombreux échanges, les projets qu'on a menés avec Isabelle, enfin le collectif Libertad, Isabelle, etc., Réinfo Lyon, j'ai véritablement, moi, bien davantage pris conscience également de l'intérêt de ces structures, de ce système immunitaire. Je trouve qu'Isabelle prend énormément, on va dire, à cœur justement ce rôle-là, ce système immunitaire, en le côtoyant, on va dire en le sollicitant régulièrement pour ne pas être seul à décider. Et on se rend compte que ça fonctionne, que ça marche, enfin moi d'un point de vue extérieur, et que c'est véritablement efficace et surtout extrêmement important pour justement maintenir une cohérence dans le collectif et surtout pour faire en sorte que tout ne repose pas sur une seule personne qui puisse potentiellement se faire attaquer par la suite. Donc ces structures-là sont extrêmement importantes. Ça va permettre de protéger le collectif et également protéger les individus au sein du collectif. Voilà ma perception pour ceux qui se lancent. Je pense que ces règles-là, qui ont été détaillées notamment par Héloïse et Isabelle, sont véritablement d'une importance cruciale pour tenir notamment dans le temps et arriver à développer et surtout arriver à structurer et faire en sorte que chacun puisse s'organiser de manière la plus simple et que ce soit le plus fluide possible. Sans structure, finalement, à chaque projet, on relance un petit peu finalement le processus de bon, qui fait quoi, etc., etc. Et ça, c'est un petit peu lourd. On le voit dans les collectifs, dans certains collectifs où il n'y a pas véritablement assez de structure, si on peut dire ça ainsi. Et ben, à chaque projet, il y a une idée qui va émerger de quelqu'un. Et finalement, on recommence. Ben, qui s'en occupe et qui peut faire quoi et comment, etc. Voilà, donc ça peut fonctionner, ça peut être une autre solution, suivant la perception des membres de votre collectif. Cependant, voilà, ça peut être très énergivore parce qu'on n'a pas structuré, finalement, défini davantage comment est-ce qu'on va œuvrer sur des thématiques, et ben on se retrouve à recommencer à chaque fois, à recréer, solliciter des personnes, refaire des groupes, etc., etc. Voilà pour cette perception-là. Et donc, je trouvais que Réinfo Lyon est très intéressant en termes d'exemple là-dessus, suivant les raisons d'être. Voilà. Est-ce que Héloïse ou Isabelle ou Louis, vous voulez ajouter des éléments par rapport à tout ce que l'on vient d'évoquer ? Je vois que les micros ne sont pas spécialement activés. Non, c'est bien. Je pense qu'on a fait un bon tour de Réinfo Covid Lyon. Ce qui nous manque ensuite, c'est l'organigramme pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Parce que là, il y a beaucoup de mots. Et pour les gens qui sont visuels, ça peut être un peu difficile de percevoir. Et donc, ça pourrait être intéressant de
si on arrive à le dessiner, en général, c'est que le bonhomme, il est bien. Je reviens sur ce parallèle avec les bonhommes et avec les enfants, hein. Au début, les bonhommes, ils font une énorme tête avec des tout petits pieds. Il n'y a même pas de pieds, il n'y a pas de doigts. Et vous pouvez imaginer que votre collectif, c'est pareil. C'est comme quand vous apprenez à dessiner, quoi. Puis au bout d'un moment, l'enfant, il arrive à faire la boucle de la ceinture. Puis il adore les boucles de ceinture, là. Il en fait tout le temps sur tous ces bons hommes, ou des trucs comme ça, où il lui fait toujours le même t-shirt. Là, c'est un peu pareil, quoi. Je pense que on est dans cette créativité-là, d'apprendre à dessiner des bons hommes et à quoi ils ressemblent. Au bout d'un moment, je pense qu'on peut voir un peu la maturité d'un collectif quand il a des doigts, qu'il a des pieds, qu'il renifle, qu'il a des yeux, des cheveux, tout ça, quoi. Mais si vous souhaitez, on pourra vous le mettre je pense que c'est en PDF que ça sera peut-être le plus simple. On peut vous mettre effectivement notre organigramme et puis nos charts, raison d'être, mission. On a 3-4 pages comme ça qu'on pourrait vous donner si vous le souhaitez, les mettre en bas de la vidéo. Ouais, merci beaucoup. Et la structuration de vos réseaux de communication, puisqu'apparemment c'était un élément important pour gagner en efficacité. Je ne sais pas si ça a été écrit quelque part. Ok, on vous donnera ça. Merci beaucoup pour votre témoignage, votre temps. Et puis, c'est la fin de l'émission, Pierrick, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. En tout cas, merci pour votre participation. Je trouve que c'était très instructif, très intéressant. Donc, vous allez retrouver tous les liens là qu'on vous a évoqués avec des éventuels documents donc en description, notamment voilà, soyons les héros de demain. Les documents, on va voir si on peut les mettre en lien téléchargeable juste en dessous. Donc, vous avez tous les éléments en description et surtout toutes les précédentes émissions sont également en lien donc sur notre plateforme Cronebunker, avec toutes les émissions précédentes, les 7 premières émissions qu'on a fait avec Louis, et ensuite donc les 2 premières, la 8 et la 9, justement sur la vie en collectif, la suite. Et c'est assez intéressant de voir que ces premières émissions ont permis de donner quelques petites graines, de solliciter des personnes qui ont permis d'avancer davantage. Donc tous les éléments, pensez à vous abonner aux chaînes YouTube, aux pages Facebook. Également, vous allez retrouver donc le collectif Réinfo Lyon également dans une autre histoire. Voilà, sur la chaîne YouTube notamment, une autre histoire que présente Louis, donc qui permet de montrer autre chose et d'impulser éventuellement donc, de la créativité. En tout cas, on vous remercie à toutes et tous pour votre participation. N'hésitez pas à partager ces vidéos, ces éléments qui permettent justement d'essayer de construire le monde de demain.